Quand l'Amérique du Sud se teinte de rose après le Mexique, la Bolivie, le Chili ou encore l'Argentine, c'est au tour de la Colombie de mettre cap à gauche avec l'élection de son nouveau président Gustavo Petro qui a donné son discours d'investiture hier. Et ce n'est peut-être pas fini, on va le voir avec l'un des meilleurs spécialistes de l'Amérique du Sud, Jean-Jacques Kurlianski, chercheur à l'IRIS et directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine. Bonsoir et merci d'être avec nous dans 64 minutes. Et également en ligne avec nous, Najat Benrabah, correspondante de TV5 Monde en Colombie. Et je commence avec vous justement, Najat Benrabah. Qu'est-ce qui a séduit les Colombiens, selon vous, dans le discours de Gustavo Petro ? C'est un changement en fait qui est né dès 2019, dès les premières manifestations contre l'ancien président Ivan Duque. Il voulait mettre en place des réformes et le gouvernement était là présent pour changer et augmenter bien sûr les impôts. Les Colombiens venaient de sortir de la pandémie et c'était pas possible. Donc en fait finalement ce que demandent là les Colombiens c'est le changement et une transformation même complète du pays, puisque dans les candidats qu'on a choisis dès le second tour, tant Gustavo Petro que Hernandez étaient deux candidats complètement différents, mais différents surtout de l'histoire des candidats de droite qu'on utilisait jusqu'à présent. Et d'ailleurs, aucun candidat de droite n'était présent au second tour. Et bien sûr aussi, le profil de Gustavo Petro joue énormément. C'est un ancien guerrieros. Donc, choisir quelqu'un qui a un passé lourd a posé vraiment des problèmes d'un point de vue de débat politique durant la campagne. Et encore maintenant, il y a pas mal de critiques. Mais bon, l'histoire est faite, c'est le nouveau président aujourd'hui et il inquiète car il prévoit des réformes sociales et des réformes fiscales très profondes. L'une d'entre elles, c'est augmenter de nouveau les impôts pour les professionnels, mais aussi les grandes fortunes de Colombie, ce qui les inquiète énormément. Et bien sûr, beaucoup ont déjà fait part de leur intention de quitter le pays si tout devenait compliqué. Les Colombiens attendent aussi énormément. La Colombie est dans une situation très complexe. Comme partout dans le monde, l'inflation a augmenté. On est autour de 10%. C'est le taux le plus haut jamais enregistré en 22 ans. Le taux du dollar ne cesse d'augmenter, ce qui complique vraiment la vie de tous les professionnels, mais aussi des Colombiens, sachant que la pauvreté a augmenté. Donc, vous l'aurez compris, beaucoup de défis attendent le nouveau président et énormément d'attentes de la part des Colombiens. Najat Benrabah, restez avec nous, on revient vers vous dans un instant. Jean-Jacques Kurlianski, la Colombie qui bascule pour la première fois de son histoire à gauche, est-ce que c'est une surprise pour vous ? Une surprise, oui. Enfin, on emploie souvent de façon abusive et excessive l'adjectif d'historique. Dans le cas de la Colombie, c'est la première fois qu'il y a une alternance avec un président qui se revendique de la gauche. Alors, c'est quelque part la conséquence des accords de paix en 2016, avec les FARC, entre le gouvernement et les FARC. Jusqu'en 2016, tous ceux qui se revendiquaient de gauche étaient accusés d'être complices de la violence, complices de la guérilla. Donc c'est moins vrai aujourd'hui et donc le discours de gauche ou d'alternance à gauche et sociale et de paix qu'a porté Gustavo Petro était davantage audible de la part de beaucoup d'électeurs qui étaient peut-être jusque-là inquiets des liens que pouvait avoir un candidat de gauche avec la violence. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le film le reportage de la passation de pouvoir en Colombie. Gustavo Petro a apparemment bataillé avec son prédécesseur Ivan Duque pour faire son discours à côté de l'épée de Bolivar, enfin, le libérateur des Amériques. Et cette épée a toute une histoire à laquelle Gustavo Petro a été sans doute quelque part concernée. Elle avait été enlevée par le mouvement de guérilla auquel il appartenait en 1974, le M19, et restituée au moment de la fin de l'existence du M19 comme mouvement violent. Et donc cette épée a été à côté de lui pendant tout son discours. Alors justement, je voulais poser une question qui va un petit peu, qui va compléter ce que vous étiez en train de dire. Najat Benrabah, notre correspondante en Colombie. Alors lors de son serment, il a notamment lancé un appel aux groupes armés pour signer la paix, mais il souhaite aussi mettre fin à la guerre anti-drogue. Ça peut paraître étonnant, quand même, ces deux annonces de la part de Gustavo Petro, le nouveau président. Si, c'est très étonnant et c'est même une posture hors du commun puisque jusqu'à présent, la droite, qui dirigeait le pays pendant près de 200 ans, a toujours refusé de négocier avec ces groupes armés. Et d'ailleurs, elle a toujours été contre les accords de paix signés en 2016. Donc le fait que ce président-là ouvre officiellement le dialogue avec les groupes armés, mais aussi les narcotrafiquants, c'est une première.
Certains le disent complètement ambitieux, d'autres le disent complètement idéaliste, mais en tous les cas, le dialogue est lancé puisqu'il y a même des réactions en retour. La deuxième guérilla la plus grande en ce moment, c'est le LN, qui est donc maintenant que les FARC ont été dissolus, et ils ont déjà fait part de leur intérêt pour pouvoir négocier avec le nouveau gouvernement de Gustavo Petro. Un des commandants a fait des déclarations dans la presse. Mais il y a aussi une réaction des groupes de narcotrafiquants, enfin du moins l'un des plus gros importants en ce moment, qui s'appelle le Clan del Golfo, et qui, dès hier, le jour de l'investiture du président, a annoncé un cessez-le-feu unilatéral dans l'intérêt justement de pouvoir travailler sur ce dialogue de paix avec le gouvernement. Gustavo Petro l'a réitéré de son côté lui aussi, et lui, il veut même aller plus loin. Son slogan, c'est « Je veux une paix totale avec tout le monde, notamment les groupes de narcotrafiquants ». Merci Najat Benrabah. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant donc cette élection de Gustavo Petro en Colombie. Alors vous allez le voir, la Colombie n'est pas le seul pays d'Amérique latine à mettre un coup de barre à gauche. État des lieux avec Mévalo. Aujourd'hui commence la Colombie du possible. Nous sommes ici contre vents et marées, contre une histoire qui disait que nous ne gouvernerions jamais. La Colombie, emportée à son tour par une vague rose qui semble déferler sur l'Amérique latine. Un basculement inauguré au Mexique en 2018 avec l'élection de l'ancien maire de Mexico, un vétéran de la gauche, une première dans l'histoire moderne du pays. Aujourd'hui, non seulement un nouveau gouvernement débute, mais aussi un changement de régime politique. Andrés Manuel López Obrador promet alors de rompre avec les pratiques de ses prédécesseurs et leur politique néolibérale, de lutter contre la corruption et la pauvreté. Un an plus tard, les Argentins en pleine crise économique choisissent le candidat péroniste de centre-gauche Alberto Fernandez, qui ambitionne de remettre l'Argentine sur pied. Je convoque toute l'Argentine à s'unir derrière la poursuite d'un nouveau contrat social citoyen. Un contrat social fraternel et solidaire. Du Mexique à la Colombie, en passant par le Chili, aujourd'hui, l'Amérique latine compte 7 pays dirigés par des hommes ou femmes qui se revendiquent de gauche. Un retour à la vague rose des années 2000, incarné par l'arrivée au pouvoir du Vénézuélien Chavez ou du Brésilien Lula? Pas vraiment. Droits des femmes et des indigènes, environnement, les tenants de la nouvelle gauche latino-américaine se distinguent de leurs prédécesseurs. Nous allons nous diriger vers une plus grande conversion aux énergies renouvelables, une utilisation plus efficace des ressources. Nous espérons aller vers une transformation du modèle de développement. Les nouveaux visages de la scène politique en Amérique du Sud se démarquent aussi des très autoritaires Miguel Díaz-Canel à Cuba, Daniel Ortega au Nicaragua et bien sûr de Nicolás Maduro au Venezuela. Mais s'ils ont le vent en poupe, la réalité du pouvoir met à rude épreuve les progressistes. Les présidents chiliens, mexicains ou encore argentins n'ont plus de majorité pour les soutenir. Le péruvien Pedro Castillo a échappé à 2 procédures de destitution. Tous les regards sont désormais tournés vers le Brésil. Lula parviendra-t-il à défaire Jair Bolsonaro? Les sondages le donnent favori. Jean-Jacques Kourlianski, comment est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots ce virage à gauche d'une partie des pays d'Amérique du Sud? Mais si vous m'aviez reçu il y a 2 ans, 3 ans, vous m'auriez dit comment expliquer qu'il y a une vague de droite. Alors effectivement, on a des vagues successives. La vraie question serait peut-être de se poser pourquoi il y a ces alternances à répétition. Alors elles ont un côté positif, ça veut dire que la démocratie fonctionne. Bon, on va voir ce qui se passe au Brésil, où il y a quelques doutes encore. On en reparlera dans un instant. Voilà. Il y a le constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a des alternances. Pourquoi est-ce qu'il y a des alternances répétées? Parce que l'Amérique latine est dans une crise assez longue, depuis une dizaine d'années. Crise sociale, l'inflation, l'endettement, la montée de la pauvreté, l'endettement public, la montée de la pauvreté, une inflation en Argentine de 90% probablement en fin d'année, travail informel, près de la moitié de la population dans tous les pays, ce qui veut dire que lorsqu'on augmente les salaires ou les pensions, ça ne concerne qu'une minorité de la population. Donc ce sont les questions sociales qui sont sur la table. Les électeurs ne sont pas contents. Et que font les électeurs quand ils ne sont pas contents? Ils sanctionnent ceux qui sont au pouvoir. La majorité des gouvernements étant issus d'une vague de droite, ils sont aujourd'hui sanctionnés. Arrive une vague de gauche. Combien de temps va durer cette vague de gauche?
tout dépend de la capacité des gouvernants à répondre aux attentes des électeurs. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, puisque pour l'instant, les premiers pays à gauche, ça ne se passe pas toujours très bien. On peut imaginer que c'est éphémère, en fait, cette vague rose en Amérique du Sud? L'Argentine, l'année dernière, comme aux États-Unis, il y a des élections de mi-mandat. Le gouvernement donc, de gauche, enfin péroniste de centre-gauche en Argentine, d'Alberto Fernandez, a perdu la majorité au Sénat. Il y a des élections présidentielles l'année prochaine. Pour l'instant, les sondages le donnent perdant. Au Pérou, le président élu il y a un an, Pedro Castillo, n'a toujours pas commencé à gouverner pour des raisons qui sont propres au Pérou. Et l'absence de partis politiques soutenant le président actuel. Ensuite, donc on verra ce qui se passe en Colombie, où la situation n'est pas très facile, dans la mesure où Gustavo Petro l'a dit, il faut que je fasse des choses en moins d'un an. Il est tout à fait conscient que les électeurs vont le sanctionner s'il n'apporte pas des réponses dans le délai d'un an, tout en prenant en compte le fait qu'il n'a pas de majorité au Parlement. Vous le disiez, il y a un pays qui va être particulièrement scruté. Le Chili également, on pourrait parler du Chili, qui est un cas très particulier dans la mesure où le président actuel est issu de la société civile, des manifestations étudiantes et des manifestations de différentes catégories sociales mécontentes. Il est entré en fonction il y a moins de 6 mois. Et il est très bas dans les sondages actuellement. Et il est possible qu'il perde le référendum constitutionnel du 4 septembre. Donc peut-être une nouvelle alternance ensuite. Alors il y a un pays, on vous le disait tout à l'heure, qui va être particulièrement scruté. C'est le Brésil, très à droite depuis l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, et qui pourrait donc rebasculer à gauche lors des élections présidentielles d'octobre prochain. Ce serait un grand signe si le pays repassait à gauche pour l'ensemble de l'Amérique latine? Alors la question est posée pour plusieurs raisons. Quand on a posé, les journalistes ont interrogé Lula, êtes-vous de gauche? Et il a répondu, je ne suis ni de gauche ni de droite et je veux être président. Donc effectivement... C'est un peu facile. Bon, mais ça reflète une réalité, c'est-à-dire qu'avec le PT tout seul et éventuellement avec d'autres partis de gauche, il ne peut pas avoir de majorité ni présidentielle ni au Congrès. Donc il lui faut chercher des alliés. Il a un vice-président qui vient du centre-droit, du PSDB, qui avait été son adversaire en 2006. Il va même un peu plus loin et il négocie apparemment actuellement avec des députés ou avec des groupes qui ont voté la destitution de Dilma Rousseff en 2016, la présidente Dilma Rousseff. Donc, quelle va être sa marge de manœuvre? On ne sait pas très bien. D'autre part, il ne faut pas oublier que le président en place, qui est plus que de droite, il est d'extrême droite, donc a des appuis dans l'armée, dans la police militaire, dans la religion protestante pentecôtiste et son réseau de pasteurs. Il a un socle de 30% d'électeurs et il n'arrête pas de contester le processus électoral. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout le monde s'interroge et il est probable que Lula, en tant que candidat, actuellement est en train de négocier ou de dialoguer avec les forces armées afin que le processus se déroule dans de bonnes conditions. Et on surveillera bien entendu tout ça au mois d'octobre. Merci beaucoup, Jean-Jacques Kurlansky, d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous.